Bonjour à tous. On en était à la question 3 de l'exercice 3 du TD3. Ça fait 3 fois 3. Excellent. Donc, on étudiait la lunette de Galilée. Et dans la question 3, on nous dit que cet objet, il est destiné à avoir des objets éloignés. Pardon, cet appareil est destiné à avoir des objets éloignés. On appelle alpha le diamètre angulaire apparent d'un objet à l'infini et alpha prime celui de son image. Il faut calculer le grossissement de cette lunette. Donc jusque-là, on avait utilisé un objet à distance finie de la lunette et on avait obtenu une image A'B' là, entre les deux lentilles. Maintenant, on va voir ce qui se passe pour un objet à l'infini. Alors jusque-là, on avait vu en TD et dans le cours la notion de grandissement, qui est la taille de l'image divisée par la taille de l'objet, mais cette notion, elle n'a plus vraiment de sens si la taille de l'objet ou de l'image devienne infinie. Et donc, on va plutôt parler de grossissement, qui sera l'angle sous lequel est vue l'image, divisé par l'angle sous lequel est vu l'objet. Mais vous voyez aussi que comme on parle d'angle sous lequel on voit l'image et l'objet, on aura cette comment dire, caractérisation du grossissement, en fait. Ce sera même plus vrai pour le grossissement, plutôt que pour le grandissement, puisque ça nous parle de la taille de l'image et de l'objet, en quelque sorte, mais aussi de comment nous, on les regarde, comment on les voit. Et donc, ça va être plus... Est-ce que vous faites un zoom ou pas sur l'objet quand vous le regardez à travers un système optique? Ça va être donc plutôt lié à la notion de grossissement. Donc voilà, donc on va prendre un objet à l'infini. On va faire des rayons rouges pour ça, pour voir comment est-ce que ces rayons ils arrivent. Donc on nous dit qu'ils arrivent sous un angle alpha par rapport à l'axe optique. Donc voilà, un rayon qui arrive sous un angle alpha, un autre. Donc lui, il n'est pas dévié par la lentille, donc je le fais aller jusque là. Et ce rayon-là, il arrive aussi sous un angle alpha, comme ça, jusqu'à la lentille L1. Ok. Ces rayons-là, on sait comment ils vont être déviés par la lentille L1. D'accord? Bon, même si là, en fait, après, il passe par L. Donc, je vais les arrêter ici. Voilà. Et s'il n'y avait pas eu L, il ne faut pas bien se placer celui-là. S'il n'y avait pas eu, c'est pas grave, s'il n'y avait pas eu L, alors. J'aurais donc eu un rayon comme ça. C'est pas du tout ce que je veux faire. Voilà. Et celui-là, on va aussi le faire en pointillé parce que, voilà, parce que c'est juste la prolongation de ce rayon-là, ensuite qui croise donc la lentille L et qui va être déviée par la lentille L. Mais s'il n'y avait pas eu cette lentille, il se serait croisé donc en B1 qu'on trouve dans le plan focal image de L1. D'accord? Vous voyez ce plan-là, perpendiculaire à l'axe optique, il passe par F1', qui est le foyer image de L1, et à partir d'un objet à l'infini, on trouve une image dans ce plan focal. Hein, c'est normal, c'est une lentille convergente, et c'est un peu comme d'habitude, quoi. On a peut-être plus l'habitude de les faire parallèles aussi à l'axe optique, et du coup ils convergent en F1'. S'ils ne sont pas parallèles à l'axe optique, je vous rappelle qu'ils convergent dans le plan focal image de la lentille L1. Le plan focal image, c'est le plan qui est perpendiculaire à l'axe optique et qui passe et qui contient F1'. D'accord, le foyer image de L1. Donc voilà, on aurait eu un objet qui tombe dans le plan focal de la lentille
L1. Mais c'est pas ce qui s'est passé puisqu'on a mis une lentille divergente, donc il se passe la même chose que ce qui se passait la fois précédente, hein, si vous vous souvenez. On avait cette image de L1 pour l'objet AB qu'on appelait A1B1, et en fait c'était une image intermédiaire parce que elle se formait pas vraiment vu qu'on plaçait cette lentille L, pour laquelle cette image de L1 devient un objet virtuel, un objet qui se serait formé, entre guillemets, si on n'avait pas mis la lentille L, d'accord, donc qui correspond à l'intersection de rayons qui seraient venus se croiser en B1, là, pour l'objet ponctuel B, si on n'avait pas mis la lentille L, et ça constitue donc un objet virtuel pour L, dont on peut tracer l'image, d'accord, et on avait trouvé que c'était, on avait trouvé ensuite B' comme ça. Donc là c'est pareil, hein, on a cet objet virtuel B1 pour la lentille L, dont on va tracer l'image. Ok, donc là je vais prendre la couleur verte comme la dernière fois. Donc j'obtiens un rayon comme ça. Alors, j'étais un peu vite, mais je vais vous expliquer. J'obtiens en fait, oubliez un peu ce rayon 2 secondes, j'obtiens un rayon comme ça parce que ce rayon-là, il passe par le centre de L, et du coup il n'est pas dévié, d'accord? Et un rayon comme ça, parce que comme ce rayon-là, il est parallèle à l'axe optique, vu qu'il passe par F1, d'accord, je ne vous l'ai pas dit, mais celui-là, je l'ai fait passer par le foyer objet de L1, donc il ressort parallèle à l'axe optique. Comme il est parallèle à l'axe optique, il arrive sur L, et il est dévié tel que sa prolongation passe par le foyer image de L. D'accord, donc si je le prolonge là, je retombe sur le foyer image. Et j'obtiens deux rayons parallèles. D'accord, donc les rayons sortent de L parallèles. C'est pas étonnant puisque je suis en train de tracer l'image, enfin je trace les rayons pour trouver l'image d'un objet virtuel ici qui serait dans le plan focal objet de L, hein, parce qu'on avait on avait fait confondre les plans focaux image de L1 et le plan focal objet de L, parce qu'on avait dit F1', il est au même endroit que F, donc le foyer image de L1, il est au même endroit que le foyer objet de L. Donc en fait, j'ai un objet dans le foyer objet de L, et donc son image va se retrouver à l'infini. D'accord. Donc clairement, ça n'a plus tellement de sens de parler de taille de l'image et taille de l'objet. Ce qu'on va utiliser plutôt comme notion ici, c'est l'angle sous lequel on voit l'image et l'angle sous lequel on voit l'objet. Qu'est-ce que ça veut dire sous lequel on voit? C'est moi qui dis ça comme ça, hein, pour que ce soit plus intuitif. En fait, c'est l'angle que forment les rayons avec l'axe optique. D'accord. Donc pour les rayons rouges, là, ça va être alpha, et pour les rayons verts, ça va être alpha prime. D'accord. Cet angle-là, c'est alpha. Ici, j'ai écrit alpha aussi, on voit pas très bien, mais c'est écrit alpha. Et les rayons sortent du système optique avec un certain angle alpha prime, d'accord, qu'on voit ici là, alpha prime. C'est l'angle entre le rayon vert et l'axe optique, si vous voulez. Alors que alpha, c'est l'angle entre les rayons rouges qui arrivent sur notre système optique avant qu'ils n'aient pénétré dans le système optique et l'axe optique. Donc l'angle alpha, là, on peut le déterminer en utilisant, par exemple, ce triangle-là, d'accord. Pour faire ce genre de calcul d'angle sous lequel on regarde l'objet ou l'image, on utilise souvent les rayons qui passent par le centre des lentilles parce que c'est plus simple. Donc là, ça va faire O1 F1', B1 comme triangle, d'accord. Et ici, on a l'angle alpha. L'angle alpha, du coup, on peut le déterminer à partir de ces deux longueurs-là. La tangente de alpha, ce sera égal à la longueur F1' B1, d'accord, donc à la taille de cette image, si vous voulez. Donc F1' B1 en grandeur algébrique, en grandeur en valeur absolue, d'accord, donc en longueur, donc F1' B1 divisé par O1 F1'. Ok, donc ça,
ce sera côté opposé, divisé par côté adjacent, ce sera la tangente de alpha. Pour la tangente de alpha prime, on va prendre f1' B1 aussi, d'accord? Puisque vous voyez, ce rayon-là, il passe par B1, donc on va prendre aussi f1' B1. Par contre, il faut considérer ce triangle-là, et donc on va considérer OF1'. D'accord? De cette manière, on aura fait intervenir f1' B1 dans les deux estimations. Donc c'est récapitulé ici, tangente alpha c'est égal à f1' B1 divisé par O1 f1'. Si tangente alpha, pour alpha petit, tangente alpha c'est à peu près égal à alpha. On fait très souvent cette approximation, d'accord, des petits angles. Ça vient aussi des approximations de Gauss. Donc a priori, on est dans cette situation où alpha est assez petit pour pouvoir dire que tangente alpha, c'est à peu près égal à alpha. Et tangente alpha prime, c'est f1' B1 divisé par O f1'. Donc on fait intervenir f1' B1 dans les deux estimations là. Et donc je peux prendre le rapport entre ça et ça, parce qu'à la fin, il faut que je calcule alpha prime sur alpha pour calculer G. Ok. Et j'obtiens O1 f1' divisé par O f1'. Puisque ça, f1' B1, ça se simplifie. O1 f1', on nous le donnait dans l'énoncé, c'est 20 cm, et O f1', on avait trouvé avant que ça valait 5 cm, donc ça fait 20 sur 5, donc j'obtiens 4. Le grossissement est donc de 4. Voilà, j'espère que ça vous paraît clair, sinon, n'hésitez pas surtout à m'envoyer des emails ou à me poster des questions sur le forum. D'accord, je préfère à la limite que vous postiez les questions sur le forum, si Selene est accessible, parce que comme ça, tout le monde peut discuter autour de ces questions, vous pouvez vous-même essayer de répondre aux questions des autres. Donc voilà, ça c'était le dernier exercice que je comptais vous donner pour l'optique géométrique. Donc maintenant, on va passer à l'optique ondulatoire. Exercice 4 du TD3 nous dit qu'on considère un rayon lumineux qui se propage dans le vide et dont la longueur d'onde vaut lambda 0 égale 656,3 nanomètres. Ça correspond à une transition dans l'atome d'hydrogène qui correspond à la raie qu'on appelle H-alpha. Alors je ne sais pas si vous l'avez, si je vous ai mis ce détail dans le nouvel énoncé. Je vérifie rapidement, parce que là j'étais en train de lire les anciennes versions de mes notes, hein, donc les anciennes versions de l'énoncé. Et oui, si on vous dit ça aussi. Voilà, donc on vous dit même quelle couche principale, quelle transition entre les couches principales ça correspond. Alors première question, à quelle vitesse se propage l'onde électromagnétique associée? Écoutez, on nous dit qu'elle se propage dans le vide, cette onde lumineuse. Donc la vitesse à laquelle se propage la lumière dans le vide, vous savez quoi? C'est la vitesse de la lumière dans le vide. Donc ça va être cette valeur-là, ok, par définition, hein, de la vitesse de la lumière dans le vide d'ailleurs, donc c'est une quantité exacte, et ça c'est à peu près égal à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Je pense que vous ne serez pas surpris. Ensuite on nous dit de déterminer la période et la fréquence f de l'onde. On a la longueur d'onde, hein, c'est 656,3 nanomètres, et on a la vitesse. Or, on sait que longueur d'onde divisée par période, c'est égal à la vitesse, hein, puisque c'est la distance entre deux pics de l'onde, par exemple, entre deux maxima de l'onde, divisée par le temps que met l'onde à se propager entre deux maxima. Donc, c'est la vitesse qu'on trouve en faisant lambda sur t. Okay, de ce fait, t c'est égal à lambda sur c, et on trouve 2,19 fois 10-15 secondes. Donc vous voyez, lambda 0, là, ça correspond à typiquement du rouge, hein, ok, et donc de la lumière visible, je veux dire, et le temps qui existe le temps qu'on a entre deux pics, si on regarde à un point donné, il est extrêmement court, hein, il est de l'ordre de la femtoseconde. Donc pas du tout détectable par l'œil, hein, et j'y reviendrai. Quelle est la fréquence à laquelle ça correspond? Eh ben, c'est 1 divisé par la période, et on trouve 457 THz. Donc on est dans le domaine de la centaine de THz, ici, pour la lumière visible.
3, à quelle vitesse angulaire oméga quelle est la vitesse angulaire oméga de l'onde? Eh bien, la notion de fréquence angulaire, ça s'écrit 2π sur t, d'accord? C'est en radians par seconde. On appelle ça pulsation aussi. C'est égal à 2,9 fois 10 puissance 15 radians par seconde. Ok, il suffit de faire 2π divisé par t, 2π radians divisé par t en secondes. Et les unités, c'est en radians par seconde. Ensuite, on nous demande à quelle vitesse se propage maintenant l'onde électromagnétique. Ah non, pardon. Ce même rayon se propage maintenant dans l'eau avec un indice de réfraction de 1,3. À quelle vitesse se propage maintenant l'onde électromagnétique associée? Bon, bah, on sait bien comment calculer la vitesse dans un milieu d'indice de réfraction n. Il faut simplement diviser la vitesse de la lumière dans le vide par cet indice de réfraction. Donc la vitesse de l'onde, c'est c divisé par n. C'est égal, on trouve 2,3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, à peu près cette valeur-là. Donc effectivement, ça va à peu près un tiers, 30% moins vite que dans le vide. Ok. Ensuite, question 5. En sachant que la fréquence et la période ne sont pas modifiées, donnez la nouvelle longueur d'onde lambda O du rayon dans l'eau. Alors on nous dit que la fréquence et donc la période ne sont pas modifiées. Ça c'est très important de noter ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que on peut faire lambda O divisé par la période a priori dans l'eau, qui est égale à V, sauf que la période dans l'eau, ça va être la même que la période dans l'air. D'accord? Donc on va prendre la même période qu'on avait avant, enfin que dans l'air, ou dans le vide, je veux dire. Donc, ok, lambda O divisé par T, c'est égal à V, et V c'est égal à C sur N. Ok, donc lambda O c'est égal à CT sur N, CT c'est lambda 0, et donc lambda O c'est lambda 0 divisé par l'indice de réfraction. Ok, et dans tous les milieux d'indice de réfraction n, on aura cette relation-là qui est vraiment importante de bien saisir, qui est la longueur d'onde dans ce milieu, c'est égal à la longueur d'onde qu'on aurait dans le vide, divisé par l'indice de réfraction du milieu. On trouve que ça fait dans les 500 nanomètres. Et donc lambda diminue. Dans le cours, on avait vu que quand une onde passe dans un milieu d'indice de réfraction plus fort, effectivement, comme cette onde va moins vite dans ce nouveau milieu, eh ben, on a une forme de compression des fronts d'onde, d'accord? Et c'est normal du coup que la longueur d'onde devienne plus petite. Et question 6, la couleur du rayon est-elle modifiée? En fait, la notion de couleur, elle est liée à l'œil, hein, et du coup, elle est liée à la fréquence de l'onde. Nous, on ne voit pas la longueur d'onde dans l'espace, ce qu'on voit, c'est lié à la fréquence des impulsions, pardon, à la fréquence de l'onde électromagnétique qui arrive sur notre rétine. D'accord, donc notre rétine, elle est à un endroit donné et elle reçoit l'onde électromagnétique. Donc, elle est sensible en fait à la fréquence enfin, nous sommes sensibles à la fréquence de l'onde électromagnétique qui arrive sur notre rétine. Et donc la couleur n'est pas modifiée en tant que telle, hein, puisque ça dépend de la fréquence qui ne change pas. Voilà. Donc on peut passer, je pense, à l'exercice 6 maintenant. Encore une fois, le 5, je vous le laisse pour chez vous. Dans l'exercice 6, on a deux ondes lumineuses qui sont représentées par leur rayon avec une longueur d'onde de 550 nanomètres dans le vide, qui sont en phase et de même amplitude. D'accord? Le milieu 1 est une couche de plastique transparent ayant un indice de réfraction de 1,6 et une épaisseur L de 2,6 mm. Et sur je vais vous le montrer là dans la vidéo, dans cet exercice on a un petit schéma là, donc on a deux rayons lumineux, un qui passe par ce milieu, plastique transparent là, d'indice de réfraction 1,6,
de longueur L, et puis un autre qui continue sa vie dans le vide. D'accord? Donc ce qui va se passer, c'est que l'onde électromagnétique va être plus lente dans ce milieu-là. Au début, elles sont en phase, donc elles correspondent exactement, elles ont la même fréquence et elles sont en phase, d'accord? Donc un maximum de l'un correspond à un maximum de l'autre. Et puis celle-là, la première là, rentre dans le milieu d'indice de réfraction N1 et va plus lentement, d'accord, que l'autre qui se propage dans le vide. Du coup, elle va finir par être déphasée, d'accord, par rapport à celle-ci. Donc à la sortie, elles n'ont plus la même phase. Et ce qu'on cherche généralement à faire après, c'est à les faire interférer, à les combiner, pour voir ce que ça fait. D'accord? Donc on aura quelque chose d'à peu près comme ça. Si on regarde la valeur du champ électrique, on aura les ondes qui commencent, désolé pour la qualité du dessin, mais vous commencez à avoir l'habitude avec mes dessins. Donc l'amplitude du champ électrique, qui donc voilà, change avec la distance. Ces deux ondes-là, rayon 1, rayon 2, elles sont en phase au début, elles correspondent à la même longueur d'onde lambda 0, et puis ensuite, celle qui correspond au rayon 1, elle se propage dans ce milieu, donc il y a une compression des fronts d'onde. La nouvelle longueur d'onde, c'est lambda 0 sur n, donc il y a beaucoup plus de fronts d'onde, si vous voulez, dans cette partie-là de l'espace que juste à côté, là où on a le rayon 2. Et ça sort donc plus avec la même phase, d'accord? En fonction de combien il y a eu de cycles ici par rapport à combien il y a eu de cycles là. Ok, et au début, on nous demande de calculer la différence de chemin optique en longueur d'onde et en unité physique. Alors, donc là, dans mes notes, j'avais calculé la longueur d'onde dans ce milieu-là, donc d'indice que j'avais appelé d'indice n, là. Lambda n, c'était égal à lambda 0 sur n, donc qui prenait cette valeur-là. Et lambda 0, c'était 550 nanomètres. Je m'étais mis aussi le nombre d'oscillations auxquelles ça correspondait dans le milieu matériel, là, et puis dans le vide. Enfin, à la limite, pour l'instant, peu importe. On nous demande simplement de calculer la différence de chemin optique. Donc, on va calculer le chemin optique pour le milieu 1 et le chemin optique pour le milieu 2. Alors, ça ne sert à rien de le calculer avant et après le plastique, là, parce que les deux rayons se propagent dans le vide. Donc, il ne va pas y avoir de différence de chemin optique associée à cette propagation-là jusqu'au matériau plastique d'indice de réfraction 1,6. Il va y avoir seulement une différence, effectivement, entre le début du matériau et la fin du matériau. Donc sur cette longueur L. Pour le milieu 1, le chemin optique, par définition, ça va être la longueur géométrique fois l'indice optique. Donc ça va être L fois N, 2,6 mm, on nous dit, fois 1,6 en indice de réfraction. Ça fait 4,16 mm. Et pour le rayon 2, ça fait L fois N0. N0, c'est l'indice du vide, donc c'est 1. Donc ça fait L, et donc c'est égal à 2,6. Donc vous faites l'un moins l'autre, et vous obtenez la différence de chemin optique. D'accord? Et ici, ça fait 1,56. Ok, on peut l'écrire comme ça plus formellement en L fois N-1, d'accord? Parce que ça fait Ln moins L, donc ça fait L fois N-1, et ça fait 1,56. D'accord, et puis ensuite on nous demande quelle est la différence de phase en radians et en degrés. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que on va
introduire en quelque sorte, on pourrait dire un retard, à cause du fait qu'on a mis ce matériau-là pour l'onde 1. D'accord? Elle va sortir de ce milieu en ayant accumulé beaucoup plus de cycles, en fait, que pour l'onde 2, là. Ok? Et du coup, elles seront plus en phase. D'accord? Avant, chaque max correspondait à un max, donc si on faisait interagir ces deux ondes, avant le passage dans le milieu plastique, là, on aurait eu un max qui correspond à un max, un min qui correspond à un min, donc on aurait eu une onde encore plus grande, enfin, avec une amplitude encore plus grande, pardon, et donc une intensité lumineuse plus forte. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un matériau plastique, et donc on n'a pas obtenu le même nombre de cycles sur cette longueur L. Donc elles vont sortir déphasées, en fait, elles seront décalées. Chaque max correspondra plus à un max de l'autre, même si ça se voit pas très bien sur mon schéma. L'idée, c'est qu'après, on va les faire interagir, d'accord? Et donc soit elles seront retombées en phase, mettons, elles ne seront pas vraiment décalées, donc là il y aura, on dit interférence constructive, c'est-à-dire que l'amplitude va augmenter, ou bien elles vont tomber en opposition de phase, chaque max correspondra à un minimum dans les négatifs là, du champ électrique, et donc dans ces cas-là, eh bien, on va avoir annulation du champ électrique, ou bien elles seront, et donc on aura interférence destructive, ou bien elles seront un petit peu déphasées, d'accord, dans un cas intermédiaire, et donc on aura soit une augmentation, soit une diminution par rapport à un cas où on aurait une seule onde. On aura un cas intermédiaire entre une interférence constructive et donc quelque chose de très intense, et une interférence destructive, quelque chose de sombre. Donc voilà. Donc c'est ça qu'on cherche à déterminer. Alors dans le cours, ce qu'on avait vu, c'est que, peut-être faites pas trop attention à mes notes là pour cette partie-là. Dans le cours, ce qu'on avait vu, c'est que la différence de phase, je vous remets le cours ici là, c'était égal à 2π, donc la phase φ1 moins la phase φ2, c'était égal à 2π fois la différence de chemin optique, divisé par lambda 0. Donc c'était égal à 2π fois la différence de marche, là, delta, divisé par lambda 0. Ici, on a lambda 0, et on a calculé la différence de marge, donc il suffit d'écrire 2π fois delta sur lambda 0. Donc après, je fais ce calcul, 2π fois delta sur lambda 0, et delta sur lambda 0, donc ça fait 1,56 mm qu'on a trouvé divisé par 550 nanomètres, on nous dit dans l'énoncé, pour lambda 0, et ça fait 2836,36. Donc le déphasage que j'ai, c'est 2836,36, en fait c'est 2836,36, fois 2π, d'accord? Et ça correspond à 17 821,4 radians, ou bien 1 million de degrés et quelques. Et je pense que, pour vous comme pour moi, 1 million de degrés et quelques, ça veut rien dire du tout. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire de faire un angle de 1 million de degrés? En fait, ce qui nous intéresserait plutôt, c'est de savoir comment je me suis décalé pour mon onde 1 par rapport à mon onde 2, quoi. Donc, avoir un nombre entre 0 et 360 degrés, ou bien un nombre entre 0 et 2π, si je l'exprime en radians, pour savoir quel est le déphasage, quoi, entre les deux ondes. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le 1 million de degrés et quelques, c'est combien de fois 360 degrés ça correspond. Ok? Et donc, il faut diviser ça par 360 degrés et prendre le reste de la division entière, c'est 131 degrés. Ou dit plus simplement, je fais delta sur lambda 0, je tiens 2836,36. Ok? Ce qui m'intéresse, c'est pas tant le 2836, d'accord? C'est plutôt la partie décimale, là. Donc le 0,363636. Qui correspond au delta sur lambda 0. Bah oui, parce que j'ai delta sur lambda 0 qui fait 2836,36, donc ça fait 2π fois 2836, plus 2π fois 0,36. Ok. Les 2836 tours exactement de différence que j'ai, ils correspondent simplement à un rephasage des deux ondes. D'accord? Donc j'ai un rephasage des deux ondes après 2836 tours,
ce que j'appelle des tours, c'est des cycles, hein, d'accord? Donc après 2836 cycles, j'ai un rephasage des deux ondes, et puis après, j'ai 0,36 fois 2pi de déphasage. Okay, et 0,106 fois 2pi, ça correspond à 2,29 radians ou 131 degrés. D'accord? 0,36, c'est donc 2,29 divisé par 2pi, 0,36, c'est à peu près un tiers de tour. D'accord? Et donc ça correspond à des interférences légèrement destructives. Sachant que si j'avais eu 0 tour de plus, je serais exactement en phase. Et si j'avais un demi-tour de plus, je serais en opposition de phase et donc j'aurais des interférences complètement destructives. En fait, un tiers de tour, on est dans une situation légèrement destructive. D'accord? On aura retrouvé une amplitude de l'onde qui est un peu inférieure à l'amplitude d'une seule des ondes. Donc j'espère que c'est clair et je vous mettrai une vidéo qui illustre ça en plus sur YouTube.